Euh, Ça me ferait grand plaisir d'être là avec vous ce midi pour parler un peu de mes recherches, puis du caractère un peu complexe, c'est le bon mot, là, de faire de la recherche auprès des personnes autistes. Donc, je voulais mentionner donc que je suis chercheure régulière au GRISE, mais aussi chercheure régulière à l'Institut universitaire en DI et en TSA depuis mon embauche à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est les deux chapeaux que je porte de façon plus officielle. Donc, le sommaire de la présentation. Premièrement, je vais vous parler un peu une petite définition de l'autisme parce que je pense que c'est pas tout le monde qui est familier avec qu'est-ce que c'est. Ensuite, c'est quoi leurs besoins complexes, les différents enjeux selon la période de vie, mes projets de recherche qui sont en lien avec la clientèle et finalement une petite conclusion. Donc, premièrement, l'autisme, à quoi ça fait référence? On a des enfants et des personnes qui présentent des déficits persistants dans la communication et dans l'interaction sociale. Puis, c'est souvent cette caractéristique-là qu'on voit le plus souvent, qui nous marque souvent aussi. Donc, on a des enfants, par exemple, qui vont avoir de la difficulté avec la réciprocité sociale ou émotionnels qui vont avoir de la difficulté à, par exemple, ressentir de la tristesse ou de l'empathie face à une situation qui habituellement va solliciter ce genre d'émotions. Des enfants aussi qui vont avoir des difficultés au niveau des comportements de communication non verbaux, donc de comprendre les signes, les gestes, comme par exemple les pouces en l'air, par exemple tout ce qui a rapport aux expressions faciales, ça va être difficile de comprendre ces comportements-là. Et finalement, ils vont avoir aussi des difficultés au niveau du développement, du maintien et la compréhension des relations. Donc, pour eux, ça va être difficile de se faire des amis, ça va être difficile de rester en relation un à un avec une personne, mais aussi dans un groupe. Puis on pourrait avoir, par exemple, des comportements de style un enfant qui veut vous parler, mais qui est dos à vous parce qu'il n'a pas compris que pour bien entrer en relation, il doit être face à vous. Donc, c'est la première caractéristique. Et la deuxième, on a présence de caractères restreints et répétitifs des comportements, des intérêts ou des activités. Donc, ça aussi, c'est un critère diagnostique qui est très saillant souvent. Donc, on va avoir des enfants qui vont émettre des comportements répétitifs, par exemple du flapping avec leurs mains. Ils vont avoir faire des bruits de bouche, marcher sur la pointe des pieds. Les intérêts aussi, on va avoir des enfants qui sont experts en métro ou en parallépipède ou en cactus, donc des intérêts vraiment très, très circonscrits. Donc ça ici, c'est la définition selon le DSM-5. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a à peu près 1,2% des enfants au TSA, qui ont un TSA au Québec et au Canada, ce qui en fait le trouble du développement dont le taux de prévalence a le plus augmenté au cours des 20 dernières années. Il y en a même qui parlent d'une épidémie, là. C'est quand même du jamais vu une augmentation aussi grande. Puis là, les raisons pour lesquelles c'est en augmentation sont très diverses, là, mais c'est pas une épidémie. Là, on n'attrape pas l'autisme en buvant de l'eau, par exemple. Donc, la présentation puis la sévérité des symptômes vont varier grandement d'un enfant à l'autre. Puis c'est pour ça qu'on parle du trouble du spectre de l'autisme. Donc, le diagnostic officiel, c'est trouble du spectre de l'autisme. Par contre, moi, je vais toujours référer aux enfants autistes ou à la personne autiste parce que la notion de trouble est une notion très négative, comme si les personnes en étaient malades, en étaient atteintes, en souffraient. Donc, on va simplement y aller avec la caractéristique, la personne, elle est autiste. Donc, d'un côté, on a les enfants qui ont une intelligence moyenne ou au-dessus de la moyenne, qui fonctionnent assez bien dans leur environnement, avec un peu de soutien, mais du soutien qui est minimal. À l'autre extrême, on a des enfants qui ont une déficience intellectuelle profonde à sévère, puis qui n'ont pas de capacité à fonctionner dans un environnement qui est non adapté, même quand on met en place des soutiens intensifs. Donc, c'est
de là la notion de spectre. On a des enfants qui se situent partout dans le continuum. Au niveau des besoins, ce qu'on voit, c'est que ces enfants-là présentent un déséquilibre dans plusieurs activités courantes et dans des rôles sociaux. Donc, comme les limitations des enfants qui ont un TSA sont plus d'ordre cognitive ou sociale plutôt que physique, on ne peut pas seulement intervenir en modifiant l'environnement physique. On doit aussi intervenir au niveau des capacités de l'enfant. Puis, les enfants ou les personnes autistes vont souvent présenter des comportements perturbateurs. Donc, on a quand même un pourcentage de présence de comportements perturbateurs là, au-dessus de 90%, pour au-dessus de 90% de la population. Donc, c'est une réalité qui est bien présente et qui va beaucoup limiter l'inclusion sociale des personnes qui ont un TSA. Aussi, ça va être des personnes qui vont avoir de la difficulté à faire des nouveaux apprentissages. Donc, tout ce qui a rapport aux activités de la vie quotidienne, manger, toutes les habiletés plus d'élimination, donc d'aller à la selle, d'aller à la salle de bain, les apprentissages au niveau social, les apprentissages au niveau académique, ça va être difficile de faire ces nouveaux apprentissages-là. Donc, c'est vraiment sur ces deux plans-là qu'on va travailler souvent. En fait, moi, dans mes projets de recherche, là, on va travailler à diminuer les comportements perturbateurs et à apprendre des nouveaux comportements pour essayer de contrer ces adversités-là. Quand on regarde ces deux situations-là, on voit que ça place la personne autiste dans une situation de handicap. Puis, c'est important de savoir que ce n'est pas le fait d'avoir un diagnostic d'autisme qui est handicapant, c'est le fait qu'il y a vraiment une disparité entre l'environnement et les besoins de la personne qui crée l'handicap. Alors, on pourrait, à l'aide d'interventions, à l'aide de différentes modalités, faire en sorte qu'il y ait un meilleur équilibre entre l'environnement et l'individu et ainsi diminuer les situations de handicap. Donc, en psychoéducation, on parle beaucoup du PAD et du PECS, mais c'est exactement la même notion ici. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que oui, on a la réalité de la personne autiste, mais on a aussi l'entourage. Le fait de vivre constamment avec des personnes autistes qui présentent des comportements problématiques peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et sur le stress des personnes. Donc, on a, par exemple, les parents qui, c'est bien documenté, vont vivre beaucoup de détresse psychologique, mais aussi les enseignants et les intervenants qui travaillent avec les personnes autistes vont présenter des niveaux cliniques là, de dépression, d'anxiété, de burn-out, surtout si les comportements problématiques sont très présents. Donc, une des façons d'améliorer cet aspect-là, c'est d'augmenter la capacité de la personne à agir sur les comportements. Donc, la capacité de l'intervenant ou du parent à intervenir au niveau des comportements problématiques, les rendre plus habiles et compétents à gérer les comportements. Puis, c'est là-dessus que mes projets de recherche vont miser. Donc, premièrement, d'augmenter les compétences de la personne et deuxièmement, d'améliorer les opportunités de l'environnement puis le bien-être de l'entourage. Donc, mes axes de recherche, premièrement, celui duquel je vais vous entretenir aujourd'hui principalement, c'est l'implantation et l'évaluation de programmes de soutien au comportement positif auprès de personnes autistes ou à risque de l'être, d'âge préscolaire, scolaire et adulte. Donc, la majorité de mes projets de recherche se situent dans cet axe-là. Le deuxième axe, c'est le soutien aux personnes autistes vieillissantes. C'est un axe dans lequel j'ai quelques projets, mais dont je ne vous entretiendrai pas aujourd'hui. Donc, voilà. L'objectif derrière mes projets de recherche, c'est toujours, bien sûr, de diminuer les situations de handicap pour favoriser
l'inclusion sociale. Au final, ce qu'on veut, c'est vraiment de diminuer les situations d'handicap pour faire en sorte que la personne ait une meilleure participation dans ses activités de la vie quotidienne dans la société. On travaille sur deux fronts, donc modifier l'environnement physique, qui peut être un déclencheur de plusieurs comportements perturbateurs, mais en parallèle, il faut aussi modifier les comportements de la personne pour favoriser l'apprentissage de ceux qui facilitent l'intégration sociale puis la réduction de ceux qui interfèrent avec cet objectif. Donc, on vise à établir l'équilibre entre la personne et son environnement, et moi, je m'attarde à trois milieux différents, c'est-à-dire en garderie, en milieu scolaire et en habitation. Je vais vous en parler un petit peu plus en profondeur bientôt. Mes projets de recherche aussi visent à favoriser l'autodétermination. Donc, premièrement, c'est quoi l'autodétermination? Bien, c'est le droit et l'habileté à diriger soi-même sa vie, à faire des choix et à prendre des décisions qui vont améliorer sa qualité de vie. Quand on parle de l'autodétermination, si on se réfère à la pyramide des besoins de Maslow, on est quand même dans des besoins qui sont assez, pas nécessairement dans les plus prioritaires, là, on est dans vraiment plus l'actualisation de soi. Mais ce qui est important de savoir, c'est que pour la clientèle autiste, euh, c'est très rare les opportunités où ils peuvent prendre des décisions pour eux-mêmes et où ils peuvent décider de qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie pour des choses très, très, très de base, comme par exemple la déco qu'ils vont utiliser dans leur maison, le type d'activité qu'ils vont faire dans le jour, qu'est-ce qu'ils vont porter, qu'est-ce qu'ils vont manger. Donc, on est quand même dans des besoins de base. Là. On ne parle pas nécessairement d'un rêve de carrière ou des choses comme ça. Là. Déjà, à la base, dans leurs activités de la vie quotidienne, ce sont des personnes qui ont très peu d'occasions de faire des choix pour eux-mêmes. Donc, ce qu'on vise vraiment, c'est d'avoir une intervention où on va améliorer les facteurs personnels, puis on va améliorer les facteurs environnementaux aussi. Donc, je me répète, mais c'est vraiment important d'avoir cette dualité-là qui est toujours présente. Et au niveau de la recherche, ça fait aussi qu'il faut mesurer ces compétences-là, hein, puis ce sentiment-là. Est-ce que la personne, elle trouve qu'elle a un pouvoir dans sa vie, un pouvoir d'action dans son quotidien? Donc, on se retrouve encore une fois avec cette dualité-là au niveau de l'intervention où on veut améliorer les compétences de la personne, mais où on doit aussi modifier l'environnement pour offrir des possibilités d'autodétermination aux personnes. Donc, selon la période développementale, on a des enjeux différents hein, pour la personne. Donc, à l'enfance, le fait d'avoir un diagnostic d'autisme peut enfreindre la capacité à être desservi en milieu de garde. Hein. Donc, les enfants qui ont, par exemple, des besoins développementaux, on va les intégrer en milieu de garde grâce à l'allocation pour l'intégration en milieu de garde en CPE, puis à la mesure exceptionnelle de soutien à l'intégration en milieu de garde qui offre de l'accompagnement. Par contre, c'est impossible d'avoir un accompagnement individualisé en un pour un à tous les jours, ce qui fait que le nombre d'enfants qui se retrouvent finalement à ne pas pouvoir recevoir de services est quand même assez important. Donc, il y a des programmes qui visent à améliorer ça, puis je vais vous en parler un petit peu plus tard. Euh, Au niveau de la scolarisation, donc la présence de comportements problématiques fait en sorte qu'on peut avoir de la difficulté à être scolarisé. On a des enfants qui sont scolarisés en classe régulière ou en classe spécialisée, puis il y en a qui sont scolarisés en école spécialisée, mais même en école spécialisée, des fois, il y a des enfants qui se retrouvent à être expulsés à cause de la présence de comportements problématiques qui sont sévères, des enfants pour lesquels on est intervenu avec beaucoup de services spécialisés, mais qui ont encore des besoins plus grands. Et quand tu te retrouves à être, par exemple, expulsé d'une école spécialisée, il n'y a rien d'autre après ça là, pour pouvoir être desservi au niveau scolaire. Donc, c'est vraiment un problème. Euh,
Puis on sait que la contrainte majeure à recevoir des services en milieu scolaire, c'est la présence de comportements problématiques, ce qui peut mener à l'expulsion, comme je viens de dire. Ensuite, au début de l'âge adulte, des enjeux vraiment qui est présent, c'est la capacité à habiter de façon indépendante. Donc, la réalité où on se retrouve avec les jeunes adultes autistes ou même les adultes, c'est que ils vivent avec leurs parents. Souvent, les parents vieillissent, puis ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas s'occuper éternellement de leur enfant à la maison. Ce sont aussi des enfants qui vont avoir un désir d'indépendance qui est grandissant, mais plusieurs contraintes se dressent devant eux, soit au niveau de l'environnement physique, donc par exemple, les logements ne sont pas insonorisés, l'aménagement des lieux est trop stimulant, le sentiment de sécurité n'est pas optimal. Et au niveau des habiletés personnelles aussi à acquérir, donc comme ils ont potentiellement des difficultés au niveau des habiletés sociales, des habiletés pour la vie quotidienne, euh, ça peut être aussi des entraves là, à leur participation sociale au niveau de l'habitation indépendante, mais aussi un coup qui habite de façon indépendante. Est-ce qu'ils ont un emploi? Est-ce qu'ils ont des activités de jour? Donc, ils ont quand même un besoin de soutien puis un besoin d'accompagnement et ça crée des gros besoins là, au niveau de la société actuellement où on n'a pas vraiment de possibilités d'hébergement pour les personnes autistes qui décident d'habiter de façon indépendante. Donc, ça me mène à mes projets de recherche. Premièrement, j'ai un projet en soutien au comportement positif sur le modèle Prevent, Teach, Reinforce en milieu scolaire spécialisé. Ensuite, ça, c'est en milieu scolaire primaire et secondaire. Ensuite, je vais vous parler d'un programme de soutien au comportement positif en milieu résidentiel adulte. Donc, pour des adultes jeunes et moins jeunes, là, c'est la maison Véro et Louis que vous connaissez certainement. Ensuite, je vais vous parler d'un programme en petite enfance. Donc, c'est le programme d'intégration préscolaire et de stimulation pour enfants ayant des retards développementaux, qui est une belle innovation là, pour essayer de desservir les enfants qui ont un TSA ou des retards développementaux. Euh, Quatrième projet, c'est mon projet avec la coop L'Envolée, qui est un milieu d'hébergement pour les personnes autistes de niveau 1, donc sans déficience intellectuelle. Et finalement, mon projet avec l'Espace Vie TSA, qui est un milieu d'hébergement pour autistes de niveau 3, donc avec des besoins qui sont très soutenus et avec une déficience intellectuelle qui est assez profonde. Donc, plus précisément, le projet d'intervention Prevent, Teach, Reinforce, ce projet de recherche-là, il vise à évaluer un programme d'intervention tertiaire. Donc, quand on se réfère à la pyramide de la réponse de l'intervention, là, on a l'universel, le ciblé, puis le tertiaire. C'est vraiment pour les enfants qui n'ont pas réussi à répondre aux objectifs comportementaux avec les deux autres niveaux d'intervention. Donc, c'est un programme qui a été validé en milieu scolaire régulier et qui a fait ses preuves là, pour diminuer les comportements problématiques et pour améliorer les comportements appropriés ou les comportements adaptatifs des enfants et qui a été un peu étudié avec la clientèle autiste, mais pas de façon plus large. Donc, ce qu'on vise avec ce projet-là, c'est à évaluer sa mise en œuvre, premièrement, puis son efficacité, à diminuer les comportements problématiques, puis à augmenter les comportements prosociaux chez une clientèle autiste. C'est un programme qui est quand même de grande envergure, là, dans le sens où on accompagne l'enseignant durant environ 2 à 3 mois. On fait de l'enseignement comportemental à l'enseignant pour que lui, il change ses pratiques et il soit capable de
bien adresser les comportements problématiques. Puis, donc, on vise à ce que l'enseignant acquiert des nouvelles compétences en modifiant l'environnement de l'enfant. Donc, on vise à prévenir le comportement problématique, à enseigner des comportements de remplacement, puis à renforcer les comportements appropriés et à arrêter de renforcer les comportements problématiques. Donc, c'est quand même un enseignement qui est pas simple là, pour les enseignants, mais c'est très capacitant parce qu'ils se retrouvent à avoir des, des pistes d'intervention concrètes pour arriver à diminuer les comportements problématiques des enfants. Donc, ce projet-là se fait à l'aide d'un devis expérimental à cas unique. Donc, on a très peu d'enfants là, qui participent à ce programme-là. Par contre, ce qu'on fait, c'est que on fait des mesures répétées à chaque jour, on mesure le comportement de l'enfant. Donc, on se retrouve avec euh, des fois, là, 150 points de mesure, 150 jours d'affilée où on mesure le comportement de l'enfant. Puis, on les compare avec d'autres enfants dans le groupe. Donc, par exemple, on va commencer l'intervention avec deux enfants en même temps, mais on va décaler la mise en place du plan d'intervention pour s'assurer que euh, on est bien en train de voir des comportements, des changements comportementaux chez celui qui a commencé l'intervention, mais pas chez celui qui ne l'a pas commencé. Donc, ça, c'est un peu la nature du devis expérimental à cas unique. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des mesures sur les enfants. Donc, il y a des cotations vidéo, les mesures répétées quotidiennes sur les comportements problématiques et les comportements adaptatifs. Et il y a des mesures sur les enseignants aussi pour mesurer les effets potentiels du PTR sur leur bien-être psychologique. Donc, on va prendre des mesures au niveau du sentiment de burn-out et du sentiment de compétence parce que avec la recherche, on s'est rendu compte que oui, en plus de donner plus d'outils aux enseignants pour être capables d'intervenir au niveau des comportements problématiques, mais ça a comme un effet secondaire qui fait en sorte qu'ils se sentent plus compétents et qui diminue le sentiment de burn-out. Donc, on voulait aller vérifier ça avec notre projet de recherche. Donc, je ne vous cacherai pas que c'est un projet de recherche qui est assez prenant et qui est truffé d'embûches parce qu'on a de la difficulté avec le recrutement. Euh, j'ai obtenu plusieurs prolongations là, de la subvention, qui est un FRQSI relève professorale, et j'ai bon espoir de pouvoir terminer la collecte de données en 2026, mais ça rentre vraiment au compte-gouttes. C'est pas évident de faire ce projet-là, surtout parce que ça demande beaucoup d'implication au niveau de l'enseignant, là. Ça demande des rencontres à chaque semaine pendant 3 mois, etc. Donc, c'est un projet qui, quand il va être complété, j'espère, va pouvoir montrer que c'est une bonne alternative au, pour les enfants autistes et que ça serait bien de l'intégrer dans l'offre de services scolaires déjà d'emblée, au lieu que ce soit une équipe de recherche qui le porte tout le temps. Donc, ça fait le tour pour ce projet-là. Maintenant, je vous présente le soutien au comportement positif en milieu résidentiel adulte. Donc, c'est la maison Véro et Louis pour laquelle j'ai créé avec mon équipe de recherche un programme d'intervention universel avec des composantes plus spécialisées. Donc, la demande vraiment de la maison Véro et Louis, c'était comment on peut outiller les intervenants à intervenir au quotidien avec la clientèle autiste, jeunes adultes et adultes dans la maison euh, pour favoriser le bien-être puis pour favoriser la qualité de vie de tout le monde. Donc, avec les recherches que j'avais déjà menées, au niveau du soutien au comportement positif, on voyait déjà que c'était efficace dans différents milieux, comme milieu scolaire et en milieu de la petite enfance. Par contre, il y avait peu d'études sur l'efficacité en milieu résidentiel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté un programme qui existait déjà à la petite enfance et on l'a mis en place dans un milieu résidentiel adulte.
Donc, le programme, il vise à faire la promotion de comportements attendus dans une résidence, puis à diminuer les comportements perturbateurs, mais il vise surtout à former les intervenants en soutien au comportement positif. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait une formation hybride en ligne et en personne avec des comités mensuels. C'est un programme qui dure 1 an dans l'implantation. Puis, on va former les intervenants à mieux, à avoir des meilleures attentes comportementales, comment donner des consignes positives, comment renforcer les comportements appropriés des résidents, comment s'assurer qu'on gère les comportements problématiques s'il y en a. Donc, c'est ça, en gros, qu'ils apprennent, mais c'est vraiment en 1 an. Donc, à chaque mois, ils vont apprendre des nouvelles compétences qu'ils vont avoir 1 mois pour mettre en pratique et ensuite, ils vont pouvoir bâtir sur ce qu'ils ont déjà appris, en fait, et ça tout au long de l'année. Donc, c'est un devis mixte Quanti-Cali. On a des entrevues avec les intervenants et avec les parents aussi. On a des données sur la mise en œuvre du programme avec des observations dans le milieu naturel. Donc, on est allé observer comment les intervenants mettaient en place les interventions, puis s'assurer que on, on, on s'accordait bien avec toute la théorie en arrière du soutien au comportement positif. Donc, on a eu besoin d'adapter beaucoup les outils puisque ce genre de milieu est peu étudié. Donc, on a adapté des outils typiquement utilisés en petite enfance pour le projet. Donc, ça, c'est une des limites, là, c'est qu'en fait, on n'avait comme rien pour faire l'évaluation de la mise en œuvre. Donc, il a fallu vraiment adapter des outils qui existaient déjà pour d'autres milieux. Et au niveau des intervenants, on a des données sur les sentiments de compétences personnelles, puis sur le burn-out des intervenants aussi, et au niveau de la satisfaction concernant la formation. Donc, ce qu'on voit pour l'instant, là, la collecte de données, elle est terminée, puis on est en train de rédiger les articles. Le programme a été mis en œuvre avec un haut niveau de fidélité. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que après seulement 1 an, avec le suivi qu'on a fait, les intervenants sont capables de modifier leur comportement pour susciter des changements chez les résidents. Au niveau de la satisfaction à l'égard du programme, elle est très élevée. Puis, la santé mentale des intervenants est satisfaisante. Donc, il n'y avait pas de sentiment de burn-out et un faible sentiment d'incompétence. Et on avait très peu de comportements problématiques aussi dans la résidence. Alors, et ce, sur une année là, au complet. Donc, c'est des résultats qui sont très prometteurs pour la maison Véro et Louis. Et on va être en phase, en fait, de répéter cette démarche-là avec d'autres maisons parce qu'il y en a des nouvelles qui vont ouvrir dans les prochaines années. Alors, c'était vraiment comme notre projet pilote là, pour pouvoir disséminer de plus en plus là, ce programme-là. L'autre projet sur lequel je travaille, c'est un programme d'intégration préscolaire et de stimulation qui s'appelle le PIPS. Puis c'est un programme d'intervention qui est spécialisé pour intégrer des enfants autistes en CPE. Donc, c'est censé être aussi pour les enfants à forte suspicion d'autisme, mais finalement, on se retrouve à avoir pratiquement tous des enfants qui ont déjà le diagnostic de TSA. Donc, dans les innovations, là, c'est qu'il y a un ratio de 1 pour 3, donc un intervenant pour 3 enfants, ce qui est quand même très loin du ratio habituel en CPE où on peut avoir un intervenant pour 8 enfants ou un intervenant pour 10 enfants. Donc, on voit qu'il y a vraiment plus de présence de l'adulte dans le groupe. Puis, on fait l'aménagement de l'espace selon les composantes du programme Teach et aussi des interventions. Donc, on va faire des interventions basées vraiment sur la sensibilité relationnelle, basées sur des interventions comportementales, tout ce qui a été prouvé comme étant efficace pour les enfants qui ont un TSA. Donc, ce projet-là, c'est un projet qui est fait à Sherbrooke et pour lequel je me suis fait
rapprochés pour évaluer l'efficacité du programme. Par contre, quand on est arrivé, mon équipe de recherche là, dans le, dans le milieu, on s'est rendu compte que au départ, il n'y avait pas de programme de cartable ou de marche à suivre pour les intervenants. Puis, il y avait très peu de données sur la théorie du programme. Donc, c'est quoi les objectifs du programme? C'est quoi les éléments qui sont essentiels à mettre en place pour être capable d'implanter ce programme-là avec une bonne fidélité, puis d'atteindre les objectifs. Donc, on a comme un peu reculé sur l'objectif d'évaluer l'efficacité du programme et on vise plus à développer la théorie du programme et à co-construire le programme avec le milieu, donc à bien être capable de manualiser le programme puis de comprendre c'est quoi les ingrédients actifs de ce programme-là. Alors, encore une fois, c'est un devis mixte qui est utilisé. Donc, Quanti et Cali, on propose de faire des observations auprès des enfants dans le quotidien éducatif pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui est fait là, concrètement par les intervenantes. Aussi, on a des questionnaires développementaux avec les enfants pour mieux comprendre la clientèle et les besoins spécifiques de ces enfants-là. On a des entrevues avec les intervenants, puis aussi de la recherche documentaire sur les meilleures pratiques pour pouvoir comparer le PIPS avec les pratiques prometteuses. Donc, on nous a dit qu'ils font des interventions basées sur le TEACH, basées sur les interventions relationnelles, les interventions positives. Par contre, on veut s'assurer que c'est bien ça qui est censé être fait en petite enfance avec les enfants à besoins particuliers. Donc, on va vraiment faire une recension des écrits qui est en cours, en fait, pour comparer la réalité qui est faite, puis leur proposer des aménagements si jamais on n'est pas encore au fait là, de bien répondre à ces objectifs-là. Puis, on a reçu une subvention de l'Institut universitaire en DI, en TSA, pour débuter ce projet-là, mais en ce moment, on est en attente d'une réponse au CRSH Engagement partenarial pour poursuivre ce projet-là. Un autre projet de recherche sur lequel je travaille, c'est la collaboration avec la coop L'Envolée, qui est une coopérative de solidarité, puis un milieu d'hébergement pour autistes sans déficience intellectuelle. Donc, c'est un projet à Sherbrooke où on va bâtir 19 unités d'hébergement pour autistes de haut niveau. Et on a conçu l'habitation pour vraiment faciliter l'intégration de la personne autiste. Donc, on a choisi les matériaux, on a fait des études au niveau de l'aménagement pour s'assurer que ça répond bien aux besoins sensoriels de la personne autiste. C'est aussi un milieu dans lequel on va offrir des services communautaires. Donc, il va y avoir, par exemple, des services complémentaires d'aide à l'emploi, des activités de jour, etc. Et ce qu'on vise avec le projet de recherche, bien, c'est premièrement d'identifier c'est quoi les indicateurs de santé physique et mentale des jeunes qui vont être hébergés. Donc, on veut connaître la population. On sait en fait qu'ils ont déjà beaucoup de difficultés à se trouver un logement, beaucoup de difficultés à exercer leur droit à l'autodétermination et on veut avoir un meilleur portrait là, de c'est qui ces jeunes-là, en fait. Et on veut le savoir avant qu'ils déménagent et ensuite un coup qu'ils déménagent pour vraiment pouvoir avoir un portrait du changement puis qu'est-ce que le déménagement a apporté. Ensuite, on veut aussi avoir une meilleure idée des facilitateurs et des obstacles à la participation sociale. Donc ça, c'est vraiment pour avoir une meilleure idée de tout ce qu'il y a en lien avec l'autodétermination puis la participation sociale. Donc, on a des questionnaires par rapport à qu'est-ce qui peut être un facilitateur dans ta vie de tous les jours, puis qu'est-ce qu'on pourrait aller modifier dans le quotidien pour faire en sorte que ta participation sociale soit plus optimale.
Et finalement, on veut aussi mesurer le niveau d'autodétermination puis la qualité de vie parce que on veut s'assurer en fait que le déménagement puis le fait d'habiter dans un milieu qui est adapté à toi avec des services pour répondre à tes besoins ait vraiment un impact sur la qualité de vie puis sur l'autodétermination. Donc, on vise à utiliser un devis mixte, des entrevues semi-structurées auprès des résidents, des questionnaires sur la santé physique et mentale, sur les déterminants de l'autodétermination. Puis, il y a 3 prises de mesure, donc une avant le déménagement, 1 an après et 2 ans après. Ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est qu'on est avec des adultes ou jeunes adultes autistes qui n'ont pas de déficience intellectuelle, donc qui sont capables de répondre à des questionnaires par eux-mêmes, sont capables de répondre à des entrevues aussi par eux-mêmes. Par contre, il peut avoir des fois des difficultés à s'exprimer de façon verbale. Dans une entrevue, donc on a introduit une méthode d'entrevue qui peut être faite à l'aide de photos ou de vidéos pour faciliter leur expression. Donc, c'est une technique qui donne davantage de liberté à la personne qui répond aux questions, qui elle-même va choisir les thèmes, va choisir les photos des thèmes qui vont être abordés, puis ça va permettre d'être un peu plus fluide là, dans l'entrevue. Donc, c'est une des modalités qui est utilisée là, pour pouvoir faciliter la participation à la recherche des personnes autistes. Puis, finalement, je voulais vous parler de Espace Vie TSA, qui est un milieu d'hébergement pour autistes de niveau 3, donc avec déficience intellectuelle profonde, sévère à profonde. Donc, c'est un projet à Québec, puis c'est une maison d'hébergement pour 9 autistes de bas niveau, pour lesquels on prévoit avoir 34 intervenants. Donc, vous voyez comment que ça demande beaucoup de ressources de d'intervenir avec cette clientèle-là. Là. Donc, en ce moment, on vise à construire, là, la première pelletée de terre a été déjà faite. On va avoir des aménagements puis des matériaux qui ont été choisis pour faciliter l'intégration. Comme dans la maison Véro et Louis, puis comme dans la coop L'Envolée, on est toujours dans cette optique-là là, de s'assurer que l'aménagement de la maison ou de l'environnement au niveau physique répondent bien à toutes les particularités au niveau sensoriel de la personne. Puis, il va y avoir aussi des services pour la vie quotidienne, puis des services communautaires qui vont être offerts. Donc ici, quand on parle de personnes avec déficience plus sévère à profonde, on est vraiment face à des personnes qui ont des difficultés, par exemple, à se nourrir, à se laver. Donc, on a besoin d'intervenants qui sont là 24 heures sur 24 pour accompagner ces personnes-là. Ce qui est un peu différent de la maison Véro et Louis, où on est avec des personnes de niveau 2 qui ont quand même une certaine autonomie, puis très différent de la coop L'Envolée, où on est avec des gens sans déficience intellectuelle. Donc, ce qu'on vise avec le projet de recherche, encore une fois, c'est à identifier le modèle de changement parce que on se retrouve avec un programme d'hébergement qui n'a pas nécessairement réfléchi d'une façon théorique là, à c'est quoi les objectifs de recherche, puis c'est quoi les déterminants à mettre en place pour s'assurer qu'on atteint les objectifs. Donc, en ce moment, on a une subvention d'engagement partenarial avec le milieu pour faire toute l'étude du modèle de changement avec les intervenants et avec les gens qui sont pressentis pour habiter dans le milieu. Puis, ce qu'on se rend compte, en fait, ce qu'on s'est rendu compte au début, là, on est en train de commencer ce projet-là là, au niveau de l'identification du modèle de changement. Un des objectifs du milieu résidentiel, c'est de diminuer l'anxiété des résidents pour ensuite avoir un impact sur les comportements problématiques. Donc, eux, leur prémisse, c'est que si on diminue l'anxiété des personnes, on va faire en sorte qu'il y a moins de comportements problématiques dans la maison. Donc, ça, pour évaluer si vraiment
ça se fait ou pas, ben, il faut avoir des mesures qui sont un peu plus poussées là, que celles qu'on fait d'habitude. Donc, au niveau du bien-être psychologique et physique des résidents puis des intervenants, on a intégré des mesures au niveau de tout ce qui a rapport à l'anxiété puis au stress. Puis ça ouvre la porte en fait à d'autres méthodologies, à d'autres modalités. Donc, en ce moment, on est en train de, de caresser l'idée de aller prendre des échantillons de cortisol capillaire, donc avec les cheveux des résidents avant qu'ils emménagent et ensuite 6 mois après le déménagement et ensuite 1 an après pour être capable de voir euh, leur niveau de stress selon le milieu dans lequel ils habitent, puis voir si on a un impact au niveau de l'anxiété. C'est des résidents pour lesquels on a très peu accès à leur vécu personnel, donc ce serait une des façons de contourner un peu cette incapacité-là qu'on a à aller sonder vraiment leur vécu euh, personnellement. Par contre, vous pouvez vous imaginer les défis que ça peut représenter là, d'aller couper une mèche de cheveux d'une personne autiste qui a des besoins sensoriels très particuliers. Donc, on a fait une demande à l'Institut en déficience intellectuelle et en TSA pour avoir une subvention pour faire un projet pilote pour essayer de voir si on est capable, premièrement, de prendre ces mesures-là physiologiques. Donc, on devrait avoir des nouvelles bientôt. Puis, avec le CRSH Développement Partenarial, là, on débute la recherche sur ce projet-là. Donc, encore une fois, ici, on s'intéresse au bien-être psychologique des intervenants aussi, qui sont très sollicités par les besoins complexes de la clientèle. Puis, selon la littérature, plus les besoins sont intenses pour la clientèle, plus il peut y avoir des impacts au niveau de la santé physique et psychologique des intervenants. Donc, au niveau de l'épuisement professionnel, par exemple, puis au niveau de l'anxiété, du stress perçu aussi. Donc, on a encore un projet de recherche qui va évaluer les effets sur les deux plans. Donc, en conclusion, on pourrait dire que les projets de recherche sur lesquels je travaille, c'est des projets qui sont complexes pour des besoins complexes. Donc, par exemple, on doit adapter les formulaires de consentement, on doit les simplifier, les imager pour que les personnes soient capables de donner leur consentement libre et éclairé. C'est sûr que quand tu n'as pas de déficience intellectuelle, ça facilite le fait que tu puisses donner ton consentement, mais même là, il y a quand même des difficultés au niveau perceptuel de la personne qui a un diagnostic d'autisme. Donc, c'est le genre d'adaptation qu'on peut faire là, pour être capable d'avoir accès à ces personnes-là. Euh, on va aussi, comme je vous ai mentionné, faire l'adaptation des questions d'entrevue, de la modalité de faire des entrevues. Puis, il y a aussi toute une possibilité là, de faire de la recherche un peu autrement, là, de la recherche participative, où, par exemple, on va avoir des personnes autistes qui vont faire partie des comités de suivi de la recherche, puis qui vont donner leur point de vue sur euh, la capacité ou non là, de répondre à certains objectifs avec certains outils. Donc, c'est des méthodologies de recherche qui sont un peu différentes là, de ce qu'on voit habituellement. Ensuite, bon, comme je disais, on va avoir des méthodologies qui sont très diverses. On va beaucoup passer de temps à évaluer puis à étudier le modèle de changement. Jamais j'aurais pensé que une partie de mon cheminement en recherche là, allait se situer au niveau du modèle de changement parce qu'on se rend compte que les projets, en fait, je me rends compte comme chercheur que les projets, ils naissent toujours de bonnes intentions puis de besoins qui sont flagrants pour la clientèle. On bâtit le projet, on fait des demandes de subventions, on obtient les fonds,
on bâtit les maisons, par exemple, puis après, on se pose la question, ah, mais est-ce que ça fonctionne? Mais pour être capable de répondre à la question de est-ce que ça fonctionne, il faut comprendre c'est quoi les enjeux qui sont en lien avec l'intervention. Donc, dans beaucoup des projets, il faut prendre un pas de recul, puis vraiment comprendre le modèle de changement pour ensuite proposer une évaluation plus poussée là, de l'efficacité puis de la mise en œuvre des programmes. L'utilisation de devis à cas unique puis l'utilisation de devis mixtes est vraiment aidant là, pour ce type de projet où on a très peu de nos N sont très petits, là. Donc, la mesure répétée est vraiment notre meilleur ami dans ce cas-là. Puis, le fait aussi qu'on a accès aux intervenants puis aux parents, ça nous permet d'avoir un point de vue complémentaire là, avec les entrevues qui est non négligeable là, à ce niveau-là. Donc, la mesure aussi physiologique qui et potentiellement une avenue vers laquelle on veut aller. Donc, ça peut quand même être difficile de collecter ce genre de données-là avec le type de population qu'on a. Donc, ça va être à suivre, là. Je pourrais vous en parler plus longuement lors d'un futur Midi Grise. Puis, je voulais finir en vous disant que les résultats qui sont attendus au niveau de ces projets-là vont au-delà de la recherche. Euh, c'est toujours des projets, comme je disais, qui partent d'un besoin qui est très, très, très important pour les personnes euh, autistes, mais aussi pour euh, leur entourage. Donc, ce qu'on apporte avec les résultats de recherche, c'est pratiquement une validation de est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'argent pour bâtir ces maisons-là? Est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'argent pour donner de la formation aux enseignants, puis être capable de les outiller à mieux intervenir au niveau des comportements? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement déjà, des résidences à assistance continue, des résidences de type familial pour les personnes autistes. Ça ne fonctionne pas nécessairement, puis on veut faire autrement pour mieux répondre aux besoins de ces personnes-là, mais ça coûte tellement cher qu'on veut s'assurer que ça a un impact positif sur la vie de ces personnes-là et sur l'entourage aussi. Donc, c'est des résultats de recherche qui, oui, vont montrer que le projet est viable, mais qui vont montrer aussi que ça vaut la peine de faire tout ça, je l'espère, pour aider une clientèle qui parfois est silencieuse dans la société. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Vous avez accès à mon courriel ici, puis aux deux sites web, là, soit ma page dans les grises et à l'Institut des ITSA pour avoir un peu plus d'informations sur mes projets. Puis, si jamais vous êtes intéressé par la participation à un de ces projets-là, là, si jamais pour une maîtrise ou pour un doctorat ou quelque chose comme ça, ben, n'hésitez pas à me contacter. Ou si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre aujourd'hui.